Le mystère d'Auxerre, la justice a fait procéder à des fouilles pour retrouver les corps de 7 jeunes filles. Toute la lumière sur le parcours d'Émile Louis. Trop de mystères encore autour d'Émile Louis. Nouveau développement concernant l'affaire Émile Louis. Bienvenue dans un nouvel épisode d'une région incriminelle. Aujourd'hui, je pense que vous l'avez compris, on s'attaque à Émile Louis, l'un des plus grands tueurs en série de l'histoire criminelle française. Né le 26 janvier 1934, Émile Louis est abandonné dès sa naissance par sa mère biologique. Placé à la DAS, il est confié à la famille des Camiers, dans la ville de Pontigny. Il grandit dans un climat d'indifférence et de froideur auprès de sa mère d'accueil, qui est nourrice pour la DAS, et son père alors maçon et fossoyeur. Émile Louis évoquera lors de ses interrogatoires une enfance marquée par des épisodes traumatisants, notamment durant la Seconde Guerre mondiale. En 1944, sa famille aurait été confrontée à des hommes qui l'accusent d'appartenir à une fausse résistance. Ces individus, selon lui, étaient venus chercher ses sœurs. Refusant de révéler où elles se trouvaient, Émile Louis affirme avoir été violemment frappé. En 1944, on a connu la crapulerie, la fausse résistance. Des gars sont venus. Je ne voulais pas dire où étaient mes sœurs. Ils m'ont filé des coups de crosse et ils les ont tondus. Dévoré par la colère, Émile raconte avoir mis le feu à une grange en guise de vengeance. Cet acte conduit à des tests psychiatriques qui révèlent déjà chez lui des pulsions nerveuses et sexuelles. Jugé instable, il est placé dans un centre pour jeunes délinquants en Saône-et-Loire où il se fera violer par 2 de ses animateurs. C'est aussi à cette époque qu'il apprend à avoir été adopté. À l'école, il est surnommé le bâtard. Et il devient rapidement un souffre-douleur, du moins selon ses propres dires. Cette perception, elle est nuancée par d'autres témoignages. Ses anciens camarades le décrivent comme un garçon au mensonge facile, souvent prêt à manipuler la vérité. Même sa mère adoptive partage un avis contraire sur son comportement. Il aurait avalé un renard et la queue passerait, il dirait encore que c'est pas vrai. Émile Louis a-t-il réellement vécu une enfance marquée par des traumatismes ? Ou ces récits ne sont-ils que le fruit de son imagination ? En 1952, Émile Louis s'engage dans la Légion étrangère et participe à la guerre d'Indochine. Il revient 2 ans plus tard décoré de plusieurs médailles, mais cette reconnaissance militaire ne suffira pas à lui offrir une stabilité émotionnelle. Peu après son retour, il épouse Chantal, avec qui il aura 4 enfants, 2 filles et 2 garçons. La famille s'installe à Villefargeau, près d'Auxerre. À ce stade, Émile, il commence à trouver une certaine stabilité. Il est marié, père de famille, et travaille sur la base militaire de Varennes, puis devient conseiller municipal à Seignelay. Toutefois, sa femme décrit un homme imprévisible, alternant entre des périodes de douceur et des explosions de cruauté. Après 24 ans de mariage, leur relation se dégrade, et Émile Louis quitte Chantal, reprochant à cette dernière de ne pas être suffisamment centrée sur le sexe. En 1975, Émile Louis devient chauffeur de bus scolaire pour les Rapides de Bourgogne, assurant le transport de jeunes filles handicapées placées sous la responsabilité de la DAS. Il a une réputation douteuse. On l'accuse d'avoir les mains baladeuses avec les jeunes filles qu'il transporte. Tellement douteuse qu'il sera directement entendu sur la disparition de Martine Renaud, une jeune fille qui transportait quotidiennement du foyer à son établissement scolaire. L'affaire est finalement classée sans suite, le parquet retenant l'hypothèse d'une fugue. Mais le cas de Martine est loin d'être isolé. Entre 1975 et 1979, 7 jeunes filles disparaissent mystérieusement dans la région. Toutes partagent un point commun. Elles sont montées, à un moment donné, dans l'autocar d'Émile Louis. Dès 1980, le gendarme Christian Jambert s'intéresse aux disparitions inexpliquées de ces jeunes filles.
Convaincu de l'implication d'Émile Louis, il rédige plusieurs rapports accablants pointant le chauffeur du bus comme suspect principal, mais son enquête est classée sans suite. Un an plus tard, le 5 juillet 1981, le corps de Sylviane Lesage, âgée de 22 ans, est découvert à Rouvray, enterré sous un tas de fumier, près d'un endroit où Émile Louis avait l'habitude de pêcher. Christian Jambert, le gendarme chargé de l'enquête, découvre que la victime était sa maîtresse. Ces deux éléments sont suffisamment accablants pour interroger le chauffeur de bus, mais lors de sa garde à vue, il nie en bloc. Mais il vient révéler d'autres faits tout aussi inquiétants. Il avoue avoir abusé de jeunes mineurs de la DAS. Il est mis en examen et placé en détention pour attentat à la pudeur, mais l'enquête sur le meurtre de Sylviane Lesage, elle, se soldera par un non-lieu en 1984 pour charge insuffisante. Et ce non-lieu, il entraînera le classement sans suite de toute l'enquête sur la disparition des 6 autres jeunes filles qu'Émile Louis avait côtoyées. Il est quand même condamné le 17 mars 1983 pour attentat à la pudeur sur mineur, mais il purge une peine relativement courte, étant libéré après seulement quelques mois en 1984. Cette même année, l'adjudant-chef Jambert remet un procès verbal au parquet d'Auxerre dans lequel il explique être convaincu de l'implication d'Émile Louis dans la disparition des jeunes filles. Ce PV mal orienté sera retrouvé 12 ans plus tard. Pendant ce temps, le chauffeur de bus quitte Lyon pour s'installer dans un camping du Var, poursuivant son sombre parcours criminel. Le 25 novembre 1986, Ségolène, âgée de 25 ans, est retrouvée morte dans un mobil-home, voisin d'Émile Louis. Est-ce un hasard ou une pulsion de l'ancien chauffeur de bus? Ségolène et Émile Louis s'entendaient très bien. Elle se confiait souvent à lui, il l'emmenait en course, il gardait même ses 3 enfants âgés de 5, 3 et 2 ans. À l'issue d'une autopsie menée à l'hôpital Bonnet de Fréjus, le médecin légiste conclut à un décès accidentel dû à un œdème pulmonaire. Le praticien y précise tout de même dans son rapport que ce type d'affection est très rare à cet âge. Le copain de Ségolène, lui, à cette époque, il est persuadé de la culpabilité d'Émile Louis, qui aurait déjà essayé auparavant d'étouffer Ségolène avec un oreiller. Toutefois, l'enquête est classée par le procureur de Draguignan comme un décès accidentel. Bien que cette histoire demeure énigmatique, il est certain qu'Émile Louis n'a jamais cessé. Il est de nouveau condamné pour attentat à la pudeur sur mineur et écope d'une peine de 5 ans de prison dans le Var, où il finit par être libéré le 18 avril 1992. En Bourgogne, le gendarme Christian Jambert continue ses investigations en parallèle de son travail officiel. Convaincu de la culpabilité d'Émile Louis, il est déterminé à faire incarcérer l'ancien chauffeur de bus. En 1997, il est enfin convoqué pour témoigner dans l'affaire. Son témoignage, capital pour l'enquête, va mettre en lumière le résultat de plusieurs années de travail acharné pour écrouer l'homme que l'on surnomme désormais le boucher de Lyon. Cependant, Christian ne se présentera jamais à l'audition. Il est retrouvé mort dans sa cave à Auxerre avec 2 impacts de balles. Bien que les autorités concluent un suicide, beaucoup suspectent déjà à cette époque un acte criminel lié à ces découvertes. Les éléments relevés sur la scène de crime soulèvent en effet plusieurs incohérences. Les projections de sang semblent incompatibles avec un tir à la tête, des traces de pas sont retrouvées dans le sang, et 4 douilles gisent à proximité du corps. Le constat du décès est fait en seulement 10 minutes par un docteur de SOS médecin au lieu d'un médecin légiste. L'enquête sur la mort de Jambert, expédiée en seulement 1 mois, ne comprend ni autopsie, ni reconstitution des faits. Mais en 2004, son corps est exhumé dans le cadre d'une nouvelle investigation visant à éclaircir les causes de sa mort. Le verdict des experts fait l'effet d'un coup de tonnerre. Il conclut au meurtre. Cette révélation relance les spéculations. Christian Jambert
A-t-il été tué parce qu'il en savait trop sur l'affaire d'Émile Louis? Une question sans réponse à ce jour. Le 12 décembre 2000, Émile Louis est interpellé à son domicile. Il avoue avoir tué 7 jeunes filles entre 1975 et 1979 après avoir eu des relations sexuelles avec elles. Ces aveux tardifs intriguent les enquêteurs qui soupçonnent qu'il ait choisi de se confesser en croyant à tort que les crimes étaient prescrits à cette date. Émile explique qu'il était sous l'influence de la pleine lune et d'un démon. Il se serait transformé en bestiole. Il indique l'emplacement de 2 corps, confirmant ses aveux. On retrouve le crâne de Jacqueline Weiss, une orpheline âgée de 18 ans lors de sa disparition le 4 avril 1977. Lors de l'exhumation, le foulard qui l'avait bâillonné se trouve toujours entre ses dents. Quelques mètres plus loin, on retrouve le corps de Madeleine de Juste. Le 16 janvier 2001, il revient intégralement sur ses aveux et clame son innocence. Oui. Le sang s'acharne sur moi. Et que je suis absolument pour rien, j'ai toujours clamé mon innocence. Pour expliquer la disparition des filles, il parle de complot ou même de réseau de prostitution. Lors du procès, il persiste dans ses déclarations. Mais les accusations envers Émile Louis continuent de s'enchaîner. Sa propre fille le pointe du doigt. Elle raconte avoir été violée par son père à l'âge de 5 ans et l'avoir vu éventrer une jeune femme. Elle a confié aussi que sa mère était la proie de tous ses sévices. Cependant, une expertise a mis en cause l'authenticité de certains de ses propos, car elle serait mythomane. Un trait qui lui viendrait directement de son père. Ce sont des propos qu'elle énoncera elle-même lors du procès. La machine judiciaire ne s'arrête plus. Pendant plus de 2 ans, le boucher de Lyon enchaîne les procès et les condamnations. Le 27 juin 2006, les 12 jurés de la Cour d'appel de Paris confirment sa peine. La réclusion criminelle à perpétuité avec une peine de sûreté de 18 ans. Une peine qui sera alourdie en appel à 30 ans. Après sa condamnation définitive, Émile Louis est incarcéré dans la maison centrale d'Antinsheim. Mais en octobre 2013, son état de santé se dégrade. Souffrant de troubles neurologiques, il est transféré dans une unité sécurisée de l'hôpital de Nancy. Quelques jours plus tard, le 20 octobre 2013, il meurt à l'âge de 79 ans. Avec lui, Émile Louis emporte de nombreux secrets, des zones d'ombre que les enquêteurs n'ont jamais pu complètement éclaircir. Parmi ces mystères, l'affaire de Marie-Jeanne Ambroisine Coussin, disparue en 1975. Un promeneur avait découvert une voûte crânienne qui lui appartenait, mais son corps, lui, reste introuvable. Très récemment, en octobre 2024, des fouilles ont été entreprises à nouveau pour tenter de retrouver les restes de cette victime présumée. Ces recherches ne concernent pas seulement Marie-Jeanne. Elles représentent aussi un espoir pour toutes les familles des victimes, des familles qui attendent encore la vérité sur ces disparitions inexpliquées. Et c'est la fin de ce 2e épisode d'Une région, un criminel. Alors, bien que l'affaire nous laisse un peu en suspens, j'espère qu'elle vous a plu. C'était pour moi l'occasion de vous présenter une affaire qui est certes connue, mais qui a marqué un tournant dans l'histoire judiciaire française. Elle a mis en lumière l'importance de traiter chaque disparition comme urgente, notamment lorsqu'il s'agit de personnes vulnérables comme ici. Bien évidemment, j'ai résumé des années de crimes en 15 minutes pour vous permettre de connaître ce criminel, Émile Louis, si cela n'était pas le cas. Si vous voulez en savoir plus et connaître toutes les nouvelles actualités de cette affaire, je vous invite à me suivre sur Instagram où je partage tous les jours les actualités des faits divers. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode en Bretagne.